Le Brésil, terre pleine de couleurs, de sons et de diversité, a une histoire qui va bien au-delà de ce qu'on nous a appris en classe. C'est une histoire de lutte, de conquête et de transformation, un voyage depuis ses racines indigènes jusqu'à devenir un géant sur la scène mondiale. Mais que savons-nous réellement de notre propre passé? Combien d'histoires de courage, de résistance et d'espoir ont été enterrées au fil du temps? À chaque étape de cette histoire, depuis le sacrifice des peuples autochtones aux mains des esclaves qui ont construit le pays, il y a une leçon puissante. Injustice, inégalité et défi, ils continuent de résonner aujourd'hui. Mais autre chose aussi, la capacité du Brésil à se réinventer, à se relever plus fort après chaque chute. Ce voyage à travers notre histoire nous relie non seulement à qui nous sommes, mais nous montre également le chemin vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, plus que jamais, connaître notre histoire est la première étape pour comprendre notre présent et transformer notre demain. Rejoignez-moi pour découvrir l'histoire fascinante, passionnante et inspirante du Brésil. Attendez un instant avant de commencer cette histoire fascinante. Si vous aimez en découvrir davantage sur l'incroyable histoire du Brésil, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. C'est gratuit et en un seul clic. Vous ferez partie de cette communauté qui grandit de jour en jour. Laissez-moi également un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je veux en savoir plus sur l'histoire du Brésil ». Pourquoi est-ce si important? Parce qu'avec votre commentaire et votre abonnement, cette vidéo touchera davantage de personnes qui souhaitent également apprendre et se connecter avec notre histoire. Abonnez-vous, commentez et partageons ensemble ce voyage historique. Commençons. 1. Les premiers habitants, les peuples autochtones. L'histoire du Brésil commence bien avant l'arrivée des Portugais, à une époque où de vastes jungles, des rivières sinueuses et des montagnes abritaient des millions de personnes vivant en parfaite communion avec la nature. Ces peuples étaient les peuples indigènes, les premiers habitants du territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Brésil. Son histoire, bien que souvent ignorée, est profondément liée à l'âme du pays. Imaginez un Brésil, un primitif, couvert d'une végétation luxuriante et habité par des tribus telles que les Tupis, les Guaranis, les Aimorés et des centaines d'autres groupes. Chaque tribu avait sa propre langue, ses coutumes et ses traditions. Ils étaient de véritables gardiens du territoire, vivant de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. Les Tupis, par exemple, étaient experts dans la culture du manioc, un aliment de base qui reste essentiel dans la cuisine brésilienne. Les Guaranis, quant à eux, avaient une riche spiritualité, croyant au lien sacré entre l'homme et la nature. Le peuple indigène brésilien ne vivait pas isolé. Leurs vies étaient marquées par la coopération et parfois les conflits entre tribus. Les villages, construits avec des matériaux naturels, étaient des centres de vie communautaire. Là, autour d'un feu de joie, les aînés racontaient des histoires aux plus jeunes, leur transmettant des connaissances et des valeurs qui les aidaient à affronter les défis de la vie dans la jungle. La pêche dans les rivières, la chasse dans les forêts et les cérémonies sacrées faisaient partie de leur quotidien, alors qu'ils vivaient en harmonie avec l'environnement. Mais ce mode de vie était loin d'être simple. Les peuples autochtones étaient confrontés à des défis constants, tels que la survie face aux prédateurs naturels et aux conflits territoriaux. Mais c'étaient aussi des sociétés pleines de créativité et de sagesse. Leurs danses et chants célébraient la vie, la fertilité de la terre et les cycles de la nature. Lorsque les premiers Européens sont arrivés sur les côtes brésiliennes, ils ont trouvé cette mosaïque culturelle fascinante, même s'ils ne l'ont pas toujours comprise ni respectée. Les interactions entre peuples indigènes et colonisateurs marqueront profondément l'histoire du pays, mais à ce moment initial, il existait un Brésil qui respirait au rythme de la jungle et de la sagesse ancestrale de ses habitants. Les peuples indigènes n'étaient pas seulement les premiers Brésiliens, ils étaient les premiers gardiens d'une terre pleine de vie. Leurs histoires, leurs luttes et leurs liens avec le territoire sont à l'origine de ce qu'est le Brésil aujourd'hui.
Mais ce monde pur et équilibré était sur le point de changer avec l'arrivée des Portugais en 1500, marquant le début d'une nouvelle ère qui transformerait à jamais le destin de cette terre. Pouvez-vous imaginer à quoi a ressemblé cette première rencontre entre deux mondes très différents? Et deux, la découverte par les Portugais, 1500. Le 22 avril 1500 marque une étape importante dans l'histoire du Brésil. À cette date, une flotte portugaise commandée par Pedro Álvares Cabral, composée de 13 navires et d'environ 1 millier d'hommes, arriva sur une côte inconnue de l'autre côté de l'Atlantique. Cet événement, connu sous le nom de découverte du Brésil, est le résultat de l'ambition européenne d'explorer de nouvelles terres et d'étendre ses domaines. Imaginez un instant la scène, l'immense océan bleu, un groupe de bateaux aux voiles blanches s'approchant lentement d'une côte luxuriante, pleine de végétation, de plages dorées et du chant des oiseaux tropicaux. Pour les Portugais, c'était un tout nouveau monde, plein de promesses. Pour les indigènes qui vivaient là, c'était un jour comme les autres, jusqu'à ce que ces immenses navires apparaissent à l'horizon, brisant la routine de leur vie quotidienne. L'arrivée des Portugais dans ce qui sera plus tard appelé le Brésil n'est pas un hasard. Le Portugal, à cette époque, menait les explorations maritimes grâce à l'influence du prince Henri, le navigateur. Leur ambition était de trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie, mais ils souhaitaient également découvrir de nouvelles terres susceptibles d'offrir des ressources précieuses. Bien que l'objectif initial de Cabral soit d'atteindre l'Inde, les vents le détournent vers la côte brésilienne. Lorsque Cabral et ses hommes débarquèrent, ils furent reçus par les indigènes tupiniquins qui, curieux, s'approchèrent pour observer les étranges visiteurs. Le premier contact entre les deux mondes fut étonnamment pacifique. Les Portugais, qui ne parlaient pas la langue indigène, utilisaient des gestes et des dons pour communiquer. Ils ont offert des miroirs, des perles de verre et des tissus, des objets que les autochtones n'avaient jamais vus auparavant et qu'ils trouvaient fascinants. En échange, les Tupiniquins leur donnèrent de la nourriture, comme des fruits et du manioc, en signe de leur hospitalité. Cabral, impressionné par la beauté et la richesse du lieu, fit ériger une croix en bois sur la plage, marquant le territoire comme faisant partie du royaume du Portugal. Ils ont célébré une messe en plein air, considérée comme le premier acte religieux chrétien au Brésil, dans le but de remercier Dieu pour leur arrivée en toute sécurité et de symboliser l'intention de convertir les indigènes au christianisme. Pourtant, derrière cette rencontre apparemment pacifique, étaient déjà visibles les tensions qui marqueraient les futures relations entre Européens et peuples indigènes. Alors que les Portugais considéraient la terre comme une ressource à exploiter et un territoire pour étendre leur foi et leur pouvoir, les autochtones la considéraient comme sacrée, un don de la nature qui doit être respecté. Ces différences culturelles seront à l'origine de nombreux conflits dans les années suivantes. Après plusieurs jours d'exploration de la région et de collecte d'échantillons de la flore locale, en particulier du précieux arbre pau-brasil, qui donnait un colorant rouge utilisé en Europe, Cabral mit le cap sur l'Inde. Cependant, il a clairement indiqué que le Portugal revendiquerait cette terre comme sienne, jetant ainsi les bases de ce qui serait la colonisation du territoire. Ce premier contact a marqué le début d'une transformation profonde et, dans de nombreux cas, douloureuse pour les communautés autochtones. La rencontre de ces deux mondes, bien qu'initialement pacifique, va bientôt se transformer en une relation de domination, d'exploitation et de résistance. Ainsi, avec le départ de Cabral vers de nouveaux horizons, une nouvelle ère commença, et pour le Brésil, une ère qui changera à jamais le destin de son peuple et de ses terres. L'arrivée des Portugais n'était qu'un début. Ce qui viendra plus tard, le cycle Pau-Brésil, marquera le début de l'exploitation des ressources naturelles de cette terre. Pouvez-vous imaginer comment les peuples autochtones ont fait face à ces changements? Continuons à le découvrir. Un moment important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment idéal pour le faire.
Un simple clic sur le bouton « S'abonner » fait une grande différence. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, souhaite en savoir plus sur l'histoire fascinante du Brésil. Ce faisant, vous aiderez davantage de personnes à découvrir ce contenu et à rejoindre cette communauté en constante croissance. Abonnez-vous, partagez et poursuivons ensemble ce voyage historique. Merci pour votre soutien. 3. Le cycle Pau-Brésil, 1500-1600. Après l'arrivée des Portugais, l'une des premières richesses qui suscita leur intérêt fut un arbre unique, le Pau-Brésil, connu pour sa couleur rouge vif qu'on pouvait extraire de son bois pour fabriquer des teintures très appréciées en Europe. Cette ressource naturelle a donné son nom au pays et a marqué le début d'un chapitre crucial de son histoire, le cycle Pau-Brésil, période au cours de laquelle l'extraction de ce bois a dominé l'économie coloniale pendant près d'un siècle. Imaginez les marins portugais pénétrant dans les forêts denses de la côte brésilienne, émerveillés par l'immensité des arbres. Le Pau-Brésil, robuste et aux couleurs vives, se dressait comme un trésor caché au milieu de la forêt tropicale. Les Européens comprirent vite sa valeur commerciale et commencèrent à en couper de grandes quantités. Mais ils n'ont pas réalisé ce processus seuls. Ils ont dépendu des peuples indigènes qui, au début, ont été des alliés essentiels dans cette entreprise. La relation initiale entre les Portugais et les peuples autochtones. Les Portugais ont établi un système d'échange avec les tribus locales, connues sous le nom d'escambo. Ils proposaient aux indigènes des objets simples mais fascinants, tels que des miroirs, des perles de verre, des couteaux et des tissus. En échange, les indigènes coupaient et transportaient les grumes de Pau-Brésil de l'intérieur de la forêt jusqu'aux plages, où elles étaient chargées sur des navires portugais. Pour les indigènes, cet échange ne semblait pas au départ préjudiciable. Les objets européens étaient une nouveauté et facilitaient certaines tâches de leur vie quotidienne. Mais ce qui avait commencé comme une relation apparemment mutuellement bénéfique est vite devenu déséquilibré. Les Portugais, de plus, en plus ambitieux, exigeaient de plus grandes quantités de bois, et les indigènes commençaient à ressentir le poids de cette nouvelle dynamique. L'impact environnemental et culturel. Le cycle Pau-Brésil a eu un impact dévastateur sur les forêts de la côte brésilienne. Les Portugais exploitaient l'exploitation sans discernement, sans souci de durabilité. De vastes zones de forêt ont disparu, affectant non seulement l'équilibre écologique, mais aussi la vie des tribus indigènes qui dépendaient de ces ressources pour leur survie. En outre, la demande croissante de main-d'œuvre a entraîné un changement significatif dans les relations entre les colons et les peuples autochtones. Ce qui était initialement un système d'échange est rapidement devenu une relation d'exploitation. Les Portugais ont commencé à forcer les indigènes à travailler dans des conditions extrêmement dures, marquant le début d'une longue période d'oppression et de résistance. La résistance indigène. Les communautés autochtones n'ont pas accepté passivement cette nouvelle réalité. Certaines tribus prirent les armes contre les colonisateurs, défendant leur territoire et leur mode de vie. Ces résistances ont donné lieu à des affrontements violents et prolongés, montrant clairement que les peuples indigènes ne se rendraient pas facilement. Cependant, les Portugais, grâce à leurs armes et à leur stratégie militaire, ont réussi à soumettre de nombreuses tribus, entamant un processus de désintégration culturelle et sociale qui allait changer à jamais la vie des peuples autochtones. La fin du cycle Pau-Brésil. Bien que le Pau-Brésil ait dominé l'économie au cours des 100 premières années de la colonisation, son exploitation n'a pas été durable. Au fil du temps, le nombre d'arbres disponibles a considérablement diminué, obligeant les Portugais à rechercher d'autres sources de richesse. Cela marque la fin du cycle Pau-Brésil et le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du Brésil, le cycle de la canne à sucre, qui transformera encore davantage le paysage et la société du pays. Le cycle Pau-Brésil a été une période qui a laissé des traces profondes dans l'histoire du Brésil, non seulement en raison de son impact sur son écologie,
mais aussi en raison du début d'une relation déséquilibrée entre les Européens et les peuples autochtones. Mais ce n'était que le début. L'arrivée de la canne à sucre ouvrirait un chapitre encore plus complexe et transformateur. Comment cette nouvelle culture affecterait-elle le Brésil colonial? Continuons ensemble à explorer cette histoire fascinante. 4. Colonisation et émergence des capitaineries héréditaires. 1534. Avec la découverte du territoire brésilien et des richesses qu'il promettait, le Portugal était confronté à un défi majeur, gérer et protéger un territoire aussi vaste et inconnu. L'océan séparait le Brésil de la métropole et les communications étaient lentes et limitées. Pour résoudre ce problème, le roi du Portugal, Dom João III, mit en place un système qui marquerait le début de la véritable colonisation du territoire, les capitaineries héréditaires. Ce système consistait à diviser le Brésil en grandes bandes de terre appelées capitaineries, qui s'étendèrent de la côte jusqu'à l'intérieur, sans limite claire sur les cartes. Imaginez un énorme puzzle divisé en 15 pièces. Chacune de ces capitaineries était confiée à des nobles et hommes de confiance du roi, appelés donataires, qui avaient la responsabilité de les gouverner, de les coloniser et de les exploiter économiquement. En échange, ils pouvaient bénéficier des ressources et des richesses qu'offrait la terre. Un système plein de défis. Même si l'idée semblait innovante, sa mise en œuvre représentait un défi monumental. Les bénéficiaires se trouvaient face à un territoire inconnu et hostile, couvert de jungles denses, habité par des peuples indigènes qui défendaient leurs terres et plein de dangers naturels. De plus, les ressources et le soutien envoyés par le Portugal étaient limités, ce qui rendait encore plus difficile l'établissement de colonies stables. Sur les 15 capitaineries, seules 2 ont réussi à prospérer de manière significative, Pernambuco et São Vicente. À Pernambouc, la culture de la canne à sucre commença à se développer rapidement, établissant les bases d'une économie qui se développera au cours du siècle suivant. Pendant ce temps, São Vicente, situé au sud-est, a également connu un certain succès grâce au travail des colons portugais et à l'aide forcée des indigènes. La résistance indigène. Il ne faut pas oublier que ces terres n'étaient pas vides. Les peuples indigènes qui habitaient le Brésil ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée des Portugais et l'appropriation de leur territoire. De nombreuses indigènes tribus résistèrent farouchement, affrontant les colonisateurs dans d'intenses combats. La résistance indigène a été l'une des plus grandes difficultés auxquelles les bénéficiaires ont été confrontés, car ils ont défendu non seulement leurs terres, mais aussi leur mode de vie et leur culture. Un modèle inégal. Le système de capitainerie héréditaire a également créé d'importantes inégalités. Les donataires avaient un pouvoir presque absolu sur leur territoire, agissant comme de petits rois. Ils accordaient des terres aux colons et supervisaient l'exploitation des ressources, mais souvent leurs intérêts personnels passaient avant le bien-être des habitants. Les colons étaient totalement dépendants de ces dirigeants, provoquant des tensions sociales et économiques. L'échec de la plupart des capitaineries. Sur les 15 capitaineries, la majorité a échoué en raison du manque de ressources, de l'inexpérience des bénéficiaires et de la résistance indigène. La métropole portugaise a vite compris que ce système n'était pas suffisant pour garantir un contrôle total sur le Brésil. Ainsi, en 1549, le roi établit un nouveau modèle administratif, le gouvernement général, basé à Salvador, à Bahia, qui deviendra la première capitale du Brésil colonial. Ce changement a marqué le début d'une plus grande centralisation du pouvoir, permettant au Portugal de maintenir un contrôle plus direct sur ses territoires dans les Amériques. La transition vers un Brésil plus centralisé. Le système des capitaineries héréditaires fut une expérience qui, malgré ses limites, contribua à jeter les bases de la colonisation portugaise au Brésil. Les expériences acquises au cours de cette étape ont ouvert la voie à une administration plus efficace et au développement des plantations de canne à sucre qui transformeraient l'économie et la société du pays. Cette transition vers un
Brésil plus organisé et connecté était essentiel pour que les Portugais puissent consolider leur contrôle. Désormais, avec la mise en place d'un gouvernement général, le pays était prêt à entrer dans une nouvelle étape, l'avènement de l'ère du sucre. Mais cette avancée entraînerait de nouveaux défis et de nouvelles transformations. Comment la canne à sucre affecterait-elle la vie au Brésil? Rejoignez-nous pour le découvrir. 5. L'ère du sucre. Le cycle de la canne à sucre, 1600-1700. Avec l'arrivée du XVIIe siècle, le Brésil entre dans une étape décisive de son histoire, marquée par une culture qui va transformer le paysage, l'économie et la société, la canne à sucre. Cette plante, originaire d'Asie, est arrivée au Brésil apportée par les Portugais, qui avaient déjà expérimenté sa culture sur les îles de Madère et du Cap-Vert. Cependant, c'est sur les terres brésiliennes, en particulier dans le nord-est, qu'il a trouvé un climat et un sol idéaux pour s'épanouir, déclenchant ce qu'on appelle le cycle du sucre. L'essor des plantations. La canne à sucre est rapidement devenue le moteur économique du Brésil. D'immenses plantations, connues sous le nom de sucreries, ont vu le jour dans des États comme Pernambuco et Bahia, qui sont rapidement devenus les principaux centres de production. Ces moulins cultivaient non seulement la canne, mais la transformaient également pour la transformer en sucre cristallisé, un produit de luxe très demandé en Europe. Imaginez ces plantations, de vastes étendues vertes, avec des rangées interminables de canne à sucre, et au centre, de grandes structures où le jus de canne était extrait pour être bouilli et transformé en sucre. Le travail dans ces usines était intense et chaque étape du processus nécessitait une coordination précise entre des dizaines d'ouvriers. Travail d'esclaves. Le succès du cycle du sucre n'aurait pas été possible sans le recours massif au travail forcé. Au début, les Portugais ont essayé d'utiliser les indigènes comme travailleurs, mais la résistance de ces peuples et les maladies apportées par les Européens ont considérablement réduit leur population. Cela a conduit les colons à se tourner vers la traite transatlantique des esclaves africains, qui est devenue une pratique courante et brutale. Des navires remplis d'hommes, de femmes et d'enfants africains sont arrivés dans les ports brésiliens. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de travailler dans des conditions inhumaines, endurant des journées épuisantes sous un soleil de plomb. La vie dans les moulins était extrêmement dure et l'espérance de vie des esclaves était terriblement faible. Cependant, malgré l'adversité, ces communautés asservies ont réussi à préserver une partie de leur culture, laissant un profond héritage dans la musique, la religion et la cuisine du Brésil. La richesse et la splendeur des seigneurs des moulins. Tandis que les esclaves travaillaient dans des conditions misérables, les propriétaires des moulins, connus sous le nom de seigneurs des moulins, accumulaient d'énormes fortunes. Ces élites vivaient dans des demeures luxueuses, entourées de confort, et leur vie reflétait la splendeur de l'économie sucrière. De nombreuses villes coloniales, comme Olinda et Salvador, se sont développées grâce à cette richesse, se parant d'églises, de couvents et de bâtiments coloniaux qui témoignent encore aujourd'hui de cette époque. Le commerce du sucre. Le sucre produit au Brésil n'est pas resté dans le pays. Il était envoyé en Europe où il était vendu à des prix très élevés. Ce commerce était contrôlé principalement par les Portugais et, dans de nombreux cas, par les Néerlandais, qui transportèrent le produit et le distribuaient sur le marché européen. Ce système a fait du Brésil le joyau le plus précieux de l'Empire portugais, attirant l'attention des autres puissances coloniales. Les invasions hollandaises. La richesse générée par le sucre a également suscité des conflits. Au début du XVIIe siècle, les Néerlandais, cherchant à contrôler directement la production et le commerce du sucre, envahirent le Brésil. Pendant plusieurs décennies, ils ont occupé certaines parties du nord-est, notamment Pernambouc et sa capitale, Recife. Bien que les Portugais et les Brésiliens aient réussi à expulser les Néerlandais en 1654, ces invasions ont laissé une marque importante sur la région, notamment en termes d'architecture et de culture. Le déclin du cycle du sucre.
À mesure que le XVIIe siècle avançait, le cycle du sucre commençait à s'essouffler. La concurrence d'autres colonies productrices, comme celle des Caraïbes, qui proposaient du sucre moins cher, a affecté l'économie brésilienne. En outre, la surexploitation des terres et le manque d'innovation dans les méthodes agricoles ont entraîné une baisse de la productivité. Cependant, même si le cycle du sucre a pris fin, il a laissé un profond héritage au Brésil. Il a transformé son paysage, façonné sa société et marqué le début de l'intégration des influences africaines qui définirait l'identité brésilienne. Cette période a également ouvert la voie à un nouveau chapitre de l'histoire du pays, le cycle de l'or, qui allait conduire le Brésil vers de nouvelles richesses et de nouveaux défis. Que nous apprendra le prochain chapitre de cette histoire? Fascinante, rejoignez-moi pour découvrir comment l'or a changé le cours du Brésil. Attendez une minute, c'est important. Si vous appréciez cette histoire fascinante, n'oubliez pas de j'aime cette vidéo. D'un simple clic, non seulement vous nous aidez, mais vous faites également en sorte que ce contenu atteigne davantage de personnes intéressées par l'histoire du Brésil. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines stories, activez le bouton de notification. De cette façon, vous serez les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et à continuer à explorer ensemble cet incroyable voyage historique. Donnez-lui un j'aime, activez le destin et continuons à apprendre ensemble. Merci pour votre soutien. Cela signifie beaucoup. 6. Résistance indigène et africaine. Avec l'avancée de la colonisation portugaise au Brésil et l'établissement d'activités économiques telles que la culture de la canne à sucre, les tensions ont commencé à s'intensifier entre les colonisateurs et les populations soumises, peuples autochtones et esclaves africains. Ce chapitre de l'histoire du Brésil est marqué par la résistance de ces communautés qui se sont battues courageusement pour protéger leur liberté, leur culture et leur dignité, malgré les énormes adversités auxquelles elles ont été confrontées. La lutte des peuples autochtones. Imaginez un vaste territoire couvert de jungles tropicales et de rivières sans fin, qui abritait depuis des siècles des millions d'indigènes organisés en tribus et en nations. Pour ces communautés, l'arrivée des Portugais représentait une menace directe pour leur mode de vie. Les colons ne recherchaient donc pas seulement des terres à cultiver, mais ils voulaient également utiliser les autochtones comme main-d'œuvre gratuite pour travailler dans les usines et dans d'autres activités économiques. Au début, de nombreuses tribus ont tenté de coexister avec les Portugais en s'engageant dans des échanges commerciaux ou en aidant à l'exploitation forestière du pau-brasil. Cependant, lorsqu'il est devenu clair que les Européens cherchaient à contrôler leur territoire et à les asservir, les tribus ont commencé à résister. De violents combats ont eu lieu sur tout le territoire, des côtes jusqu'à l'intérieur. Les autochtones, utilisant leur connaissance du terrain et leur tactique de guérilla pour affronter les colons. Un exemple emblématique de cette résistance fut la lutte des Tupinamba, qui s'organisèrent en alliance pour combattre les envahisseurs. Bien que de nombreux affrontements se soient soldés par des défaites dues à la supériorité des armes, des Européens et aux maladies qu'ils ont apportées, qui ont dévasté les communautés indigènes, l'esprit combatif de ces tribus n'a jamais disparu. Le rôle des esclaves africains. Dans le même temps, face à la demande croissante de main-d'œuvre dans les plantations de canne à sucre, les Portugais ont commencé à amener un grand nombre d'esclaves africains au Brésil. Ce système brutal et déshumanisant a profondément marqué l'histoire du pays. Les Africains ont été capturés dans leur pays d'origine, séparés de leurs familles et transportés dans des conditions inhumaines à travers l'océan Atlantique sur de redoutables navires négriers. Une fois arrivés au Brésil, beaucoup ont été contraints de travailler dans les sucreries, où ils ont dû faire face à des journées éreintantes, à de sévères punitions et à une espérance de vie extrêmement faible. Mais même au milieu de ces circonstances, les esclaves africains n'ont pas abandonné. Leur résistance a pris de nombreuses formes. Certains ont fui les plantations et ont formé des quilombos, des communautés de personnes libres dans des zones reculées. El Quilombo de Palmares,
un symbole de résistance. L'un des quilombos les plus célèbres était Palmarès, situé dans l'actuel état d'Alagoas. Pendant près d'un siècle, Palmarès est devenu un refuge pour les esclaves en fuite et un symbole de la lutte pour la liberté. À son apogée, il abritait des milliers de personnes, dont des Africains, des Autochtones et même des colons pauvres cherchant une vie hors du contrôle portugais. Le leader le plus emblématique de Palmarès était Zumbi, un homme né dans la communauté qui en devint le plus farouche défenseur. Sous sa direction, Palmarès a résisté à de nombreuses tentatives de destruction des colons. Zumbi est devenu un héros et un symbole de résistance, bien qu'il ait finalement été capturé et exécuté en 1695. Son héritage perdure dans la mémoire du Brésil, en particulier chaque 20 novembre, lorsqu'est célébrée la journée de la conscience noire, l'héritage de la résistance. La lutte des peuples autochtones et africains n'est pas seulement une défense de leur liberté, mais aussi de leur identité culturelle. Malgré l'oppression, ils ont réussi à préserver de nombreux aspects de leur tradition, comme la musique, la danse, la religion et la gastronomie, qui font aujourd'hui partie intégrante de la culture brésilienne. Bien que ces résistances aient souvent été réprimées par les forces coloniales, chaque acte de rébellion a montré que ni les peuples autochtones ni les Africains n'acceptaient passivement leur sort. Cette lutte constante a influencé le développement de la société brésilienne et la reconnaissance ultérieure des droits de ces communautés. Ce chapitre de résistance et de bravoure constitue une partie essentielle de l'histoire du Brésil, une histoire qui continue d'inspirer les générations actuelles. Cependant, le pays était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère où la découverte de l'or allait encore changer son cours. Qu'est-ce qui nous attend dans le prochain chapitre? Continuons à explorer ensemble. 7. Le cycle de l'or dans le Minas Gerais, 1700-1800. Lorsque le cycle du sucre a commencé à décliner dans le nord-est du Brésil en raison de la concurrence des autres colonies et de l'épuisement des sols, le pays a connu une nouvelle transformation économique et sociale. Au XVIIIe siècle, les regards des colonisateurs portugais se tournèrent vers l'intérieur des terres, où une découverte inattendue allait changer le destin de la colonie. L'or. Tout a commencé avec des explorateurs appelés bandeirantes, des aventuriers qui pénétraient dans les régions inexplorées du Brésil à la recherche de richesses. Sur les terres de l'actuel état du Minas Gerais, ils ont découvert des gisements d'or dans les rivières et les montagnes. Cette découverte déclencha une véritable ruée vers l'or, attirant des milliers de personnes, non seulement du Portugal, mais aussi d'autres régions de la colonie qui rêvaient de faire fortune. La ruée vers l'or et les migrations de masse. Imaginez un instant la scène. Les petites villes se sont transformées en centres animés remplis de gens avides de trouver de l'or. Minas Gerais, qui était jusqu'alors une région calme et peu peuplée, commença à se remplir de prospecteurs, de marchands et d'esclaves amenés à travailler dans les mines. Des villes comme Ouro Preto, Mariana et Sabara se sont développées rapidement, ornées de bâtiments coloniaux et d'élégantes églises baroques. Le boom minier a non seulement attiré des colons portugais, mais aussi un grand nombre d'esclaves africains, contraints de travailler dans les mines dans des conditions extrêmement dures. Ils creusaient des tunnels profonds et dangereux, transportaient de lourdes pierres et passaient de longues heures à chercher des pépites d'or dans les rivières. La vie dans les mines était épuisante et souvent mortelle. Contrôle portugais et taxes sur l'or. Le Portugal, conscient de la valeur de cette ressource, a mis en place un système strict de contrôle de l'extraction et de l'exportation de l'or. Ils créèrent la fonderie, où tout l'or devait être fondu et marqué du sceau royal avant d'être envoyé à la métropole. De plus, les colons devaient payer un impôt connu sous le nom de 5e réal, qui représentait 20% de tout l'or extrait. Cette taxe était si élevée qu'elle générait des tensions entre les mineurs et les autorités coloniales. Contrebande et corruption. Malgré les contrôles stricts, de nombreux colons ont tenté d'échapper au paiement de la quinta real par la contrebande.
L'or non enregistré était transporté secrètement et vendu sur le marché noir. Ce commerce illégal, bien que dangereux, devint une pratique courante et contribua à la corruption au sein de l'administration coloniale. Horticulture baroque. Même si le travail dans les mines était pénible, le cycle de l'or a également donné lieu à un épanouissement culturel notable. La richesse générée a permis la construction d'églises ornées, décorées d'autels dorés et de détails baroques. Des personnalités comme Aleija Digno, sculpteur et architecte de renom, ont laissé un héritage artistique impressionnant, notamment à Ouro Preto, aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial. Les révoltes et l'inconfiance minera. Cependant, la richesse générée par l'or n'a pas profité à tout le monde. De nombreux colons et travailleurs estimaient que le Portugal prenait la part du lion, laissant peu de place au Brésil. Cette inégalité a alimenté le mécontentement et a donné naissance à l'un des premiers mouvements pour l'indépendance du Brésil, l'Inconfidencia Mineira. Mené par des personnalités telles que Tiradentes, dentistes et militaires, ce mouvement cherchait à libérer le Brésil du contrôle portugais. Bien que la révolte ait été réprimée et que ses dirigeants aient été exécutés ou exilés, elle a semé les premières graines de la lutte pour l'indépendance, qui se concrétisera des décennies plus tard. Le déclin du cycle de l'or. Vers la fin du XVIIIe siècle, les réserves d'or commencent à s'épuiser. La fièvre, qui avait fait du Minas Gerais le cœur de l'économie brésilienne, commença à disparaître, laissant derrière elle des villes devenues silencieuses et une économie qui devait chercher de nouvelles sources de richesse. Le cycle de l'or a profondément marqué le Brésil, non seulement par la richesse qu'il a générée, mais aussi par les changements sociaux, culturels et politiques qu'il a entraînés. Même si ce chapitre touche à sa fin, le pays se dirige vers une nouvelle étape. La transition vers un modèle économique plus diversifié et, à terme, la lutte pour l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'histoire du Brésil a continué à s'écrire avec de grands défis et des moments de transformation. Rejoignez-moi pour découvrir le prochain chapitre. 8. L'invasion napoléonienne et l'arrivée de la famille royale, 1808. Le début du XIXe siècle apporte un événement extraordinaire qui va changer à jamais l'histoire du Brésil, l'arrivée de la famille royale portugaise. Mais ce chapitre n'a pas commencé sur les terres brésiliennes, mais en Europe, où les guerres napoléoniennes reconfiguraient la carte politique et semaient le chaos sur tout le continent. Le contexte européen et la menace de Napoléon. En 1807, l'empereur Napoléon Bonaparte, dans son ambition de contrôler l'Europe, ordonna l'invasion du Portugal dans le cadre du blocus continental, une stratégie visant à isoler économiquement la Grande-Bretagne. Le Portugal, qui entretenait une alliance historique avec les Britanniques, se trouvait dans une position vulnérable face à la puissante armée française. Face à l'invasion imminente, la famille royale portugaise prend une décision drastique, abandonner Lisbonne et déplacer la cour au Brésil, sa colonie la plus riche et la plus étendue. Le voyage au Brésil. Imaginez la scène, des centaines de navires remplis de membres de la noblesse, de fonctionnaires, de soldats et de toutes sortes d'objets, du mobilier de luxe aux documents officiels. Plus de 15 000 personnes ont entrepris ce long et dangereux voyage vers l'inconnu. Le voyage fut difficile, marqué par les tempêtes et l'incertitude quant à ce qu'ils allaient trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Finalement, en janvier 1808, la flotte arriva à Salvador, à Bahia, où le peuple brésilien l'a reçu avec enthousiasme. Peu de temps après, la cour s'installe à Rio de Janeiro, qui devient la nouvelle capitale de l'Empire portugais. Pour la première fois dans l'histoire, une colonie abritait le siège d'un royaume européen, un événement sans précédent. La transformation du Brésil. L'arrivée de la famille royale marque le début d'une profonde transformation au Brésil. Sous la direction du prince régent Dom João VI, des mesures ont été prises qui ont jeté les bases du développement économique, politique et culturel du pays.
L'une des premières décisions fut l'ouverture des ports brésiliens au commerce international, brisant le monopole commercial que le Portugal maintenait depuis des siècles. Cela a permis l'entrée de produits et de technologies étrangers, accélérant ainsi la croissance économique. En outre, Dom João a favorisé la création d'institutions essentielles, telles que la Bibliothèque royale, qui abritait des milliers de livres apportés du Portugal, et le Jardin botanique de Rio de Janeiro, devenu un centre de recherche scientifique. Des écoles, des théâtres et des académies furent également fondées, transformant Rio de Janeiro en un centre culturel dynamique. L'impact social et les tensions. Cependant, cette transformation ne se fait pas sans tension. L'arrivée de la cour a entraîné un changement radical dans la vie quotidienne des Brésiliens. Les rues de Rio de Janeiro, jusque-là calmes, étaient remplies de nobles, de marchands et de soldats. Le coût de la vie a augmenté et de nombreuses familles brésiliennes ont été contraintes d'abandonner leur logement pour accueillir les nouveaux arrivants. De plus, la présence de la noblesse élargit l'écart entre les classes sociales. Alors que les riches jouissaient du luxe et des privilèges, la majorité de la population continuait à vivre dans des conditions de pauvreté, alimentant le mécontentement qui deviendra plus tard une force motrice des mouvements indépendantistes. L'héritage de la cour au Brésil. Malgré les défis, l'arrivée de la famille royale a laissé un impact durable. Le Brésil est passé du statut de colonie exploitée à celui de centre politique et culturel. Dom João VI resta au Brésil jusqu'en 1821, date à laquelle il retourna au Portugal sous la pression des cortes portugaises, mais laissa son fils, Dom Pedro Piem, responsable de la régence. Cette décision a ouvert la voie à l'un des moments les plus importants de l'histoire du Brésil, la déclaration d'indépendance en 1822. La présence de la famille royale a non seulement renforcé l'identité brésilienne, mais a également semé les graines d'un Brésil autonome et moderne. Le prochain chapitre, l'indépendance du Brésil. L'arrivée de la famille royale fut le prélude à un changement monumental. L'agitation sociale, les nouvelles idées de liberté et le renforcement de l'identité nationale étaient sur le point de converger dans un mouvement qui donnerait naissance à un Brésil indépendant. Comment est-ce arrivé? Rejoignez-moi dans le prochain chapitre pour le découvrir. Attendez une minute, c'est important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment idéal pour rejoindre cette incroyable communauté qui aime en apprendre davantage sur l'histoire du Brésil. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui, selon vous, apprécierait également ce contenu. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir et à apprendre avec nous. Abonnez-vous, partagez et poursuivons ensemble ce voyage passionnant. Merci de faire partie de cette mission 9. L'indépendance du Brésil, 1822. Le 7 septembre 1822 est une date qui a marqué un avant et un après dans l'histoire du Brésil. Le jour où le pays a officiellement rompu ses liens avec le Portugal et est devenu une nation indépendante. Mais ce processus n'a été ni soudain ni facile. C'est le résultat d'années de tensions, de changements sociaux et d'aspirations à la liberté qui ont finalement atteint leur point d'ébullition. Le contexte, un Brésil transformé. Tout a commencé avec l'arrivée de la famille royale portugaise en 1808, qui, bien qu'elle ait transformé le Brésil à bien des égards, a également semé les graines du mécontentement. Avec l'ouverture des ports et la création de nouvelles institutions, le Brésil cesse d'être une simple colonie pour devenir un centre politique et économique vital. Cependant, lorsque Dom João XVI retourna au Portugal en 1821, laissant son fils Dom Pedro Ier comme régent, il devint clair que le contrôle portugais sur le Brésil s'affaiblissait. Au Portugal, les cortes, assemblées législatives, ont exigé que le Brésil soit à nouveau traité comme une colonie et que Dom Pedro revienne. Cette exigence a été perçue comme un revers par les Brésiliens, notamment les élites locales, qui commençaient déjà à imaginer un Brésil plus autonome.
le cri des Ipirangas. La tension s'accentue en 1822, lorsque les ordres du Portugal deviennent plus autoritaires. Dom Pedro, conscient du mécontentement général, décide de rester au Brésil, défiant les ordres des Cortés. Son fameux discours « Si c'est pour le bien de tous et le bonheur général de la nation, je suis prêt, dites au peuple que je reste », marque un tournant. Le moment culminant arriva le 7 septembre 1822. Comme le raconte l'histoire, Dom Pedro se trouvait près de la rivière Ipiranga, à São Paulo, lorsqu'il reçut des lettres du Portugal, renforçant les exigences de son retour. Las des impositions, il leva son épée et proclama « l'indépendance ou la mort ». Cet acte symbolique, connu sous le nom de Grito del Ipiranga, scelle la rupture officielle avec le Portugal. Un Brésil indépendant sous une monarchie. Une fois l'indépendance déclarée, le Brésil est devenu un empire et Dom Pedro Ier a accédé au trône en tant que premier empereur du pays. Ce modèle politique était inhabituel en Amérique latine, où la plupart des pays ont opté pour des républiques après leur indépendance. L'élection d'une monarchie répondait aux besoins de stabilité, notamment sur un territoire aussi vaste et diversifié que le Brésil. Le 12 octobre 1822, Dom Pedro fut acclamé empereur et le 1er décembre eut lieu son couronnement officiel. Toutefois, l'indépendance n'a pas été un processus totalement pacifique. Certaines régions, comme Bahia et Maranhão, où les intérêts portugais étaient forts, ont d'abord résisté et ont dû être soumises par la force. Les défis du nouvel empire. Malgré son indépendance, le Brésil a été confronté à des défis importants. L'économie continue de dépendre de l'exportation de produits tels que le sucre et le café, et l'esclavage continue de faire partie intégrante de la société, entretenant de profondes inégalités. Par ailleurs, la consolidation de l'Empire nécessite l'intégration d'un vaste territoire aux réalités très différentes entre le Nord et le Sud. Dom Pedro Ier a également été confronté à des tensions politiques, notamment entre ceux qui voulaient une monarchie forte et centralisée et ceux qui préféraient un modèle plus décentralisé. Ces tensions culminèrent avec son abdication en 1831, laissant le trône à son fils, Dom Pedro II, qui jouera un rôle crucial dans l'histoire future du Brésil. L'héritage de l'indépendance. L'indépendance du Brésil a été un moment clé qui a marqué le début d'un processus d'édification de la nation qui se poursuit encore aujourd'hui. Même si la transition d'une colonie à un empire indépendant a été semée d'embûches, elle a également été une période d'espoir et de possibilités, au cours de laquelle les Brésiliens ont commencé à imaginer leur propre avenir en tant que nation souveraine. Ce chapitre de l'histoire nous raconte non seulement la rupture avec le Portugal, mais aussi le début d'un long chemin vers une identité nationale. Mais le voyage du Brésil était loin d'être terminé. Quelle serait la suite de cette histoire? De transformation et de croissance. Continuons à explorer ensemble. E10. L'Empire du Brésil, 1822-1889. Après la proclamation de son indépendance en 1822, le Brésil entre dans une nouvelle étape de son histoire en devenant l'Empire du Brésil. Un fait unique en Amérique latine où la plupart des nations nouvellement indépendantes ont adopté des systèmes républicains. Cette période, qui dura jusqu'en 1889, fut cruciale pour la construction du pays, pleine de défis, d'avancées et de tensions qui marquèrent l'avenir de la nation. La consolidation de l'Empire sous Dom Pedro Ier. Le premier empereur, Dom Pedro, il monta sur le trône avec enthousiasme, mais gouverner un pays aussi vaste et diversifié n'était pas une tâche facile. Dès le début, elle a dû faire face à des divisions politiques, économiques et sociales. D'un côté, les propriétaires fonciers et les commerçants recherchèrent la stabilité pour maintenir leurs entreprises, tandis que de l'autre, des mouvements en faveur de davantage de droits et d'une plus grande autonomie régionale commençaient à émerger. L'une des premières actions de Dom Pedro Ier fut la promulgation de la Constitution de 1824, qui établit une monarchie constitutionnelle avec une forte concentration du pouvoir entre les mains de l'empereur.
Bien qu'il s'agisse d'une étape importante vers l'organisation de l'État, il suscite le mécontentement dans certaines provinces, notamment dans le nord-est, où éclate, en 1824, la Confédération de l'Équateur, mouvement séparatiste durement réprimé. Défis économiques et dépendance à l'esclavage. L'Empire s'appuyait fortement sur une économie basée sur l'exportation de produits comme le sucre, le tabac et plus tard le café. Cependant, cette richesse s'est construite sur le travail des esclaves. Le Brésil fut l'un des derniers pays à abolir l'esclavage et sous l'Empire, la lutte entre les intérêts des propriétaires d'esclaves et les mouvements abolitionnistes fut une constante. Dom Pedro Ier fut également confronté à des tensions internationales, notamment avec la guerre d'indépendance de l'Uruguay, qui conduisit à un conflit prolongé avec les Provinces-Unies du Rio de la Plata. Ces tensions, ajoutées aux problèmes économiques et à son impopularité croissante, conduisent à son abdication en 1831, laissant le trône à son fils unique de 5 ans, Dom Pedro II. La Régence, une période d'instabilité. Avec l'abdication de Dom Pedro Pieur, le Brésil est entré dans une période connue sous le nom de Régence, où le pays était gouverné par des régents jusqu'à ce que Dom Pedro II atteigne la majorité. Cette période, qui s'étend de 1831 à 1840, est marquée par des tensions et des rébellions régionales, comme le Cabanagem au Pará, la révolution Farroupilha au sud et la Sabinada à Bahia. Ces révoltes reflétaient des tensions entre un gouvernement centralisé et les provinces, dont beaucoup recherchaient plus d'autonomie. La fragmentation semblait une menace réelle, mais l'arrivée au pouvoir de Dom Pedro II en 1840 apporta la stabilité. Le règne de Dom Pedro II, une époque de progrès et de changement. À seulement 14 ans, Dom Pedro II accède au trône, devenant ainsi une figure clé de la stabilité de l'Empire. Son règne, qui a duré près de 50 ans, a été caractérisé par des progrès significatifs dans les domaines de l'économie, de l'éducation et de la culture. Sous sa direction, le Brésil a connu un boom de la production de café qui est devenu le principal produit d'exportation et a transformé des régions comme São Paulo et Rio de Janeiro. De plus, Dom Pedro II était un fervent défenseur de l'éducation et du progrès scientifique. Pendant son règne, des institutions telles que l'Institut historique et géographique brésilien ont été fondées et l'arrivée d'immigrants européens, notamment italiens et allemands, pour travailler dans les plantations de café a été favorisée, ce qui a marqué le début d'une nouvelle configuration démographique dans le pays. L'abolition de l'esclavage et la fin de l'Empire. L'un des moments forts de la période impériale fut l'abolition de l'esclavage. Ce processus, qui progressa progressivement avec des lois comme la loi du ventre libre, 1871, et la loi des sexagénaires, 1885, culmina en 1888 avec la signature de la loi d'or par la princesse Isabelle, fille de Dom Pedro II. Bien que l'abolition ait constitué une étape cruciale vers la justice, elle a laissé des millions d'anciens esclaves sans soutien ni ressources, créant ainsi de nouvelles tensions sociales. La fin de l'esclavage a également affaibli le soutien des grands propriétaires fonciers à l'empereur, ce qui, associé à la croissance du mouvement républicain et au mécontentement militaire, a conduit à la fin de l'Empire en 1889. Le 15 novembre de la même année, un coup d'État militaire a proclamé la République du Brésil, marquant la fin de la monarchie et le début d'une nouvelle ère. L'héritage de l'Empire. L'Empire brésilien a laissé un profond héritage. Ce fut une période de formation nationale, marquée par des tensions et des avancées qui ont façonné l'identité du pays. Même si la fin de l'Empire a apporté de nouveaux défis, elle a également ouvert la voie à un Brésil moderne, républicain et en constante transformation. Le prochain chapitre de cette histoire nous mènera au Brésil républicain, où les luttes pour la démocratie, l'égalité et le développement continueront de façonner la nation. Rejoignez-moi alors que nous continuons à explorer ce voyage fascinant.
11. La proclamation de la République, 1889. Le 15 novembre 1889, le Brésil connaît l'un des événements les plus marquants de son histoire, la fin de l'Empire et la naissance de la République du Brésil. Ce changement n'a pas été soudain, mais est le résultat de décennies de transformations économiques, de tensions sociales et de mécontentements politiques qui ont abouti à une rupture avec le système monarchique. Le contexte, le déclin de l'Empire. À la fin du XIXe siècle, l'Empire du Brésil, dirigé par Dom Pedro II, était confronté à un déclin évident. Bien que l'empereur ait été une figure respectée et qu'il ait apporté la stabilité au cours de son long règne, plusieurs facteurs ont miné son pouvoir. Parmi eux figurait l'influence croissante du mouvement républicain, les tensions entre les propriétaires fonciers et le gouvernement et le mécontentement des militaires, qui estimaient ne pas recevoir la reconnaissance qu'ils méritaient. L'un des moments clés qui ont affaibli la monarchie a été l'abolition de l'esclavage en 1888. Si la loi d'or a marqué une étape importante dans la lutte pour les droits de l'homme, elle a également généré une perte de soutien de la part des grands propriétaires terriens qui dépendaient du travail des esclaves pour leur plantation. Beaucoup de ces propriétaires fonciers, qui avaient constitué une base de soutien cruciale pour l'Empire, commencèrent à soutenir le mouvement républicain. La figure des militaires. Un autre groupe qui a joué un rôle crucial dans la chute de la monarchie était l'armée. Inspirée par les idées républicaines et le positivisme venu d'Europe, de nombreux officiers de l'armée ont commencé à remettre en question la pertinence d'une monarchie dans un pays aussi vaste et diversifié que le Brésil. Ces militaires, dirigés par des personnalités comme le général Deodoro da Fonseca, voyaient dans la République une opportunité de moderniser le pays et de renforcer leur propre rôle sur la scène politique. Le coup d'État du 15 novembre 1889. Le matin du 15 novembre, le général Deodoro da Fonseca, avec d'autres chefs militaires, a mené un coup d'État qui a mis fin à l'Empire. Sans affrontement majeur ni effusion de sang, l'armée a pris le contrôle du gouvernement et a déclaré la République. Dom Pedro II, alors malade et fatigué, accepta la décision sans résistance. Cette même nuit, la famille impériale fut exilée en Europe pour ne jamais revenir. L'acte de proclamation était symbolique, mais chargé de sens. Dans un pays habitué à des siècles de régime monarchique, la République représentait une nouvelle ère d'espoir, de changement et de défis. Le début de l'ancienne République. Avec la proclamation de la République, un gouvernement provisoire fut établi, dirigé par Deodoro da Fonseca, qui devint le premier président du Brésil. Cette première période, connue sous le nom de República Velha, ancienne République, était caractérisée par un modèle politique dominé par les oligarchies rurales, notamment les grands propriétaires fonciers de São Paulo et du Minas Gerais. Le nouveau système politique reposait sur une constitution promulguée en 1891, qui établissait une république présidentielle et fédérale, où les États jouissaient d'une grande autonomie. Cependant, malgré les promesses de démocratie, l'ancienne République a été marquée par des élections frauduleuses, l'exclusion politique et des tensions entre les élites et les classes populaires, transformations sociales et économiques. Durant cette période, le Brésil a connu des changements importants. L'économie a commencé à se diversifier avec l'essor du café qui est devenu le principal produit d'exportation. Cela a apporté la prospérité à certaines régions comme São Paulo, mais a également accru les inégalités entre les campagnes et les villes. Le pays a également connu une augmentation de l'immigration, notamment de la part d'Européens tels que des Italiens, des Allemands et des Portugais venus travailler dans les plantations de café et dans les industries urbaines naissantes. Ces communautés d'immigrants ont contribué au développement culturel et économique du Brésil, mais elles ont également été confrontées à des conditions difficiles et à la discrimination. Les défis de la République. Malgré les avancées, la période initiale de la République fut loin d'être paisible. Les tensions sociales ont donné naissance à plusieurs mouvements de résistance, comme la révolte de Canudos à Bahia,
1896-1887, où les paysans dirigés par Antonio Conselheiro affrontèrent l'armée dans une lutte pour la justice sociale et l'autonomie. Ce conflit symbolisait les inégalités et la déconnexion entre le gouvernement central et les régions les plus pauvres du pays. En outre, les conflits politiques internes entre les dirigeants militaires et les élites civiles ont généré de l'instabilité. Deodoro da Fonseca démissionna en 1891 et son successeur, Floriano Peixoto, fit face à des rébellions dans diverses régions du pays, démontrant que la transition de la monarchie à la République ne serait pas une voie facile. L'héritage de la proclamation. La proclamation de la République a marqué le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du Brésil. Même s'il était plein de défis et de contradictions, il représentait une étape importante vers la construction d'un pays plus moderne et plus démocratique. L'ancienne République a jeté les bases des futurs changements politiques, économiques et sociaux qui continueront à façonner l'identité brésilienne. L'aventure du Brésil en tant que République ne faisait que commencer. Et, dans les années qui suivirent, le pays allait être confronté à des guerres, des révolutions et à des avancées significatives. Comment cette jeune République allait-elle évoluer? Continuons à explorer ensemble le chemin fascinant du Brésil vers la nation que nous connaissons aujourd'hui. Aimez-vous cette histoire fascinante du Brésil? Nous voulons connaître votre opinion. Laissez-nous un commentaire ci-dessous en nous disant ce que vous pensez de la vidéo. Et voici quelque chose de spécial. Connaissez-vous quelqu'un d'origine brésilienne? Écrivez-le dans les commentaires et partagez cette vidéo avec eux. Votre commentaire nous aide non seulement à nous améliorer, mais permet également à ce contenu de toucher plus de personnes. Commentez, connectez-vous et aidez à étendre cette histoire à d'autres coins. Votre participation fait toute la différence. 12. L'ère Vargas, 1930-1945. L'arrivée des années 1930 a marqué le début de l'une des périodes les plus transformatrices et controversées de l'histoire du Brésil. L'ère Vargas, dirigée par Getúlio Vargas, une figure qui a profondément façonné le cours politique, social et économique du pays. Cette période a été pleine de changements radicaux, de tensions et de décisions qui définiraient le Brésil moderne. L'ascension de Getúlio Vargas. Tout a commencé avec les élections de 1930, au cours desquelles Vargas, représentant de l'État du Rio Grande do Sul, a contesté la présidence contre Júlio Prestes, le candidat des élites de São Paulo. Bien que Prestes ait gagné, le mécontentement populaire et les allégations de fraude électorale ont déclenché une étincelle de rébellion. Vargas a dirigé un mouvement connu sous le nom de Révolution de 1930 qui a abouti à un coup d'État qui l'a placé au pouvoir, mettant fin à l'ancienne République et ouvrant la voie à une nouvelle ère. Le Brésil en transformation. Lorsque Vargas a pris le pouvoir, le Brésil a été confronté à une série de défis. L'économie, encore largement dépendante du café, souffrait des effets dévastateurs de la Grande Dépression mondiale, qui avait fait chuter les prix à l'exportation. En réponse, Vargas a mis en œuvre des mesures pour diversifier l'économie, promouvoir l'industrialisation et encourager la création de nouvelles usines et entreprises nationales. Vargas a compris que le Brésil devait se moderniser pour être compétitif sur la scène mondiale. Au cours de son gouvernement, il a promu des politiques renforçant les infrastructures telles que la construction de routes et de ports et encouragé la production de biens manufacturés, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations. Droit du travail et populisme. L'un des aspects les plus remarquables de l'ère Vargas était l'accent mis sur les droits du travail. Vargas s'est présenté comme un leader du peuple, défendant les intérêts des travailleurs et mettant en place une série de réformes sociales et du travail qui ont transformé la relation entre l'État et les citoyens. Il a créé le ministère du Travail, établi le salaire minimum, limité les heures de travail et garanti des droits tels que les congés payés et la protection des syndicats. Ces mesures, bien qu'avancées pour l'époque, renforçaient également leur contrôle politique puisque les syndicats étaient directement supervisés par le gouvernement.
Le style de leadership de Vargas combinait charisme et populisme. Par ses discours et sa politique, il se construit une image de père des pauvres, ce qui lui permet de gagner le soutien des classes populaires et de consolider son pouvoir. Le nouvel État, le régime autoritaire, en 1937, invoquant l'existence d'une menace communiste et la nécessité de préserver l'ordre, Vargas dissout le Congrès et établit un régime autoritaire connu sous le nom d'Estado Novo. Cette période marque le point le plus controversé de son gouvernement. Sous l'Estado Novo, Vargas a centralisé le pouvoir, censuré les médias et réprimé l'opposition politique. Malgré les restrictions des libertés civiles, l'Estado Novo a été une période de progrès significatif dans la modernisation du Brésil. Des institutions clés ont été fondées, comme la National Steel Company, qui a promu l'industrie sidérurgique, et le système éducatif a été renforcé avec la création d'universités. L'impact de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Brésil s'est aligné sur les Alliés, marquant un changement stratégique dans sa politique étrangère. Vargas a autorisé la construction de bases militaires américaines dans le nord-est du Brésil et a envoyé des troupes brésiliennes combattre en Europe, connues sous le nom de Corps expéditionnaire brésilien. Cette participation à la guerre a accru le prestige international du pays et a jeté les bases de son influence sur la scène mondiale. Cependant, la participation à la guerre a également révélé les contradictions du régime de Vargas. Alors que le Brésil luttait pour la démocratie à l'étranger, il vivait sous un gouvernement autoritaire à l'intérieur. Cette incohérence a contribué à un mécontentement populaire croissant. La fin de l'ère Vargas, en 1945, sous la pression des mouvements démocratiques et des tensions internes, Vargas fut contraint de démissionner. Son départ marque la fin de l'Estado Novo et inaugure une période de redémocratisation au Brésil. Bien qu'il ait quitté le pouvoir, son héritage reste profondément enraciné dans la politique et la société brésilienne. L'héritage de l'ère Vargas a laissé une marque indélébile au Brésil. Ses politiques d'industrialisation et de droit du travail ont jeté les bases du développement économique du pays au cours des décennies suivantes. Cependant, son gouvernement s'est également distingué par son caractère autoritaire et la centralisation du pouvoir, qui suscite encore aujourd'hui des débats. Getúlio Vargas reviendrait au pouvoir des années plus tard en tant que président élu, mais son héritage était déjà assuré en tant que l'un des dirigeants les plus influents de l'histoire du Brésil. Cette période marque un tournant dans le cheminement du Brésil vers la modernité, laissant derrière elle un mélange de progrès, de tension et d'espoir qui définiront son parcours pour les années à venir. Que viendrait-il ensuite? L'histoire du Brésil se poursuivrait avec des défis et des transformations qui continueraient à façonner son identité en tant que nation. Rejoignez-moi pour découvrir le prochain chapitre de cette histoire fascinante. 13. La dictature militaire au Brésil, 1964-1985. En 1964, le Brésil entre dans une période sombre et mouvementée de son histoire. La dictature militaire, un régime autoritaire qui a duré 21 ans. Ce chapitre a été marqué par la répression politique, les restrictions des libertés civiles et un contrôle de fer du pouvoir, mais aussi par des changements importants dans l'économie et les infrastructures du pays. Le contexte précédent, tensions politiques et sociales. Avant le coup d'État militaire, le Brésil traversait une période d'instabilité politique et économique. Le président João Goulart avait accédé au pouvoir en 1961 après la démission de Jânio Quadros, mais son gouvernement était confronté à d'importantes divisions internes. D'une part, il promouvait des réformes agraires et du travail visant à améliorer les conditions de vie des classes populaires. D'un autre côté, ces mêmes politiques ont alarmé les élites et les secteurs conservateurs qui y voyaient une menace pour l'ordre établi. La situation s'est intensifiée dans le contexte de la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique
s'efforçaient d'étendre leur influence mondiale. Dans ce scénario, les réformes progressistes de Goulart ont été interprétées par les secteurs les plus conservateurs et par les États-Unis comme une possible approche du communisme. Le coup d'État militaire de 1964. Le 31 mars 1964, les tensions atteignent leur paroxysme. L'armée, avec le soutien de secteurs de l'élite économique, de l'Église catholique et du gouvernement américain, a organisé un coup d'État qui a renversé Goulart. Sans résistance significative, l'armée a pris le contrôle du pays, promettant de rétablir l'ordre et la stabilité. Cependant, ce qui a commencé comme une intervention temporaire est devenu un régime autoritaire qui est resté au pouvoir pendant plus de 2 décennies. Le régime militaire, contrôle et répression. La dictature a instauré un régime caractérisé par la centralisation du pouvoir et la répression. Les présidents, tous militaires, étaient choisis par les forces armées et gouvernés sans élection directe. Les droits politiques ont été suspendus, le Congrès a été dissous et les libertés d'expression et de réunion ont été restreintes. L'un des moments les plus répressifs a été la promulgation de la loi institutionnelle Numéro 5, AI5, en 1968, qui a donné au gouvernement des pouvoirs presque absolus, autorisant la censure des médias, la persécution des opposants politiques et la torture des dissidents. Les organisations étudiantes, les syndicats et les mouvements de gauche ont été sévèrement réprimés et de nombreuses personnes ont été arrêtées, exilées ou portées disparues. Le miracle économique brésilien. Malgré la répression, le régime militaire a mis en œuvre des politiques économiques qui ont conduit à une période connue sous le nom de miracle économique brésilien. Entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, le Brésil a connu une croissance économique impressionnante, tirée par les investissements dans les infrastructures, les industries et l'agriculture. Pendant cette période, de grands projets ont été construits tels que l'autoroute transamazonienne, le barrage d'Itaipu et le développement du pôle industriel de São Paulo. L'économie a connu une croissance rapide, attirant les investissements étrangers et augmentant la production industrielle. Toutefois, cette croissance a eu un coût élevé. Une grande partie de la population a été exclue des avantages économiques et les inégalités sociales se sont creusées. Résistance et début de l'ouverture. Malgré la répression, la résistance au régime militaire n'a jamais disparu. Les intellectuels, les artistes et les mouvements sociaux ont joué un rôle crucial dans la dénonciation des injustices et dans le maintien de la lutte pour la démocratie. La musique, le théâtre et la littérature sont devenus de puissants outils de résistance, avec des personnalités telles que Chico Buarque et Caetano Veloso défiant le régime à travers leur art. Dans les années 1970, le régime commence à montrer des signes d'affaiblissement. La crise économique mondiale, marquée par la hausse des prix du pétrole, a touché le Brésil et les protestations sociales se sont intensifiées. En outre, les violations des droits de l'homme ont commencé à être dénoncées au niveau international, augmentant ainsi la pression sur le régime. La transition vers la démocratie. À mesure que l'opposition grandissait, les chefs militaires eux-mêmes commencèrent à planifier une transition contrôlée vers la démocratie. En 1979, le général João Figueiredo, le dernier président militaire, a entamé un processus d'ouverture politique connu sous le nom de détente, qui comprenait la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et la légalisation des partis politiques. La pression populaire a atteint son paroxysme lors de la campagne pour des élections directes, connues sous le nom de Diretas Já, qui a mobilisé des millions de Brésiliens dans tout le pays. Bien que le mouvement n'ait pas obtenu d'élections directes immédiates, il a jeté les bases de l'élection indirecte de Tancredo Neves à la présidence en 1985, marquant la fin de la dictature. L'héritage de la dictature. La dictature militaire a laissé un héritage complexe au Brésil. D'une part, il a apporté des progrès en matière d'infrastructure et de modernisation économique. D'un autre côté, elle a laissé de profondes blessures dans la société
en raison de la répression, de la censure et des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, cette période continue de faire l'objet de débats et de réflexions, avec de nombreuses voix réclamant mémoire, vérité et justice pour les victimes. La fin du régime militaire a marqué le début d'un nouveau chapitre de l'histoire du Brésil, celui de la redémocratisation, qui a apporté avec lui des espoirs, des défis et la construction d'un Brésil plus libre et plus juste. Rejoignez-moi dans le prochain chapitre pour découvrir comment le Brésil a évolué vers la démocratie et a affronté les défis du XXIe siècle. L'histoire continue. 14. Redémocratisation et constitution de 1988. Après plus de 2 décennies de dictature militaire, le Brésil a commencé à s'engager sur la voie de la redémocratisation, un processus plein d'espoir, de tension et de reconstruction. Cette période marque le retour des libertés politiques, la consolidation des droits civiques et la création d'un cadre démocratique qui reste encore aujourd'hui le fondement de la nation. La fin de la dictature. Les années 1980 ont été une période de changement au Brésil. La crise économique, accompagnée d'une inflation incontrôlée et d'une dette extérieure croissante, a affaibli le régime militaire. Dans le même temps, les mouvements sociaux, les protestations et la revendication populaire d'élections démocratiques gagnaient en force. La campagne pour des élections directes, connue sous le nom de Diretas Já, a mobilisé des millions de Brésiliens, des ouvriers aux intellectuels, en passant par les artistes et les chefs religieux. Même si le régime militaire tentait toujours de contrôler la transition, l'appel à la démocratie était imparable. En 1985, le pays vit un moment historique. L'élection indirecte de Tancredo Neves à la présidence, devenue un symbole de redémocratisation. Malheureusement, Tancredo est décédé avant de prendre ses fonctions, laissant la présidence à son vice-président José Sarney, qui dirigerait la transition finale vers un gouvernement civil. Le chemin vers une nouvelle constitution. Avec la fin de la dictature, le Brésil a dû relever le défi de reconstruire ses institutions et de garantir les droits fondamentaux de sa population. Pour y parvenir, une Assemblée nationale constituante a été convoquée en 1987, composée de représentants démocratiquement élus. Pendant des mois, ses dirigeants ont débattu intensément sur la manière d'élaborer une constitution qui reflète les aspirations des Brésiliens à la liberté, à la justice et au progrès. Le résultat fut la promulgation de la Constitution de 1988, connue sous le nom de Constitution citoyenne. Ce document a marqué une étape importante dans l'histoire du Brésil, établissant un système démocratique avec des élections libres, la séparation des pouvoirs et un large éventail de droits individuels et collectifs. Les piliers de la Constitution de 1988. La nouvelle Constitution a profondément transformé le pays en garantissant des principes fondamentaux tels que liberté d'expression et de la presse. Après des années de censure, les Brésiliens ont retrouvé leur voix. Droit du travail. Des droits tels que le salaire minimum, la semaine de travail de 44 heures et les congés payés ont été garantis. La santé et l'éducation en tant que droits universels. Le système de santé unifié, SUS, a été créé, garantissant des soins médicaux gratuits pour tous, et l'éducation publique a été renforcée. Protection des peuples autochtones et de l'environnement. Pour la première fois, les droits des communautés autochtones sur leurs terres ont été reconnus, et l'importance de préserver le riche patrimoine naturel du Brésil a été soulignée. Élections démocratiques. La Constitution a établi un système électoral avec vote direct et obligatoire, garantissant que tous les citoyens de plus de 16 ans puissent participer à l'élection de leurs dirigeants. Les défis de la redémocratisation. Même si la Constitution de 1988 a marqué des progrès significatifs, la transition vers la démocratie n'a pas été facile. Le Brésil est confronté à d'énormes défis, tels qu'une inflation galopante, les inégalités sociales et la corruption.
Les années 1990 ont été caractérisées par des changements économiques et politiques constants, alors que le pays cherchait à se stabiliser et à s'adapter à sa nouvelle réalité démocratique. L'impact de la redémocratisation sur la société. La redémocratisation a permis à des secteurs historiquement marginalisés de commencer à avoir une voix plus active. Les mouvements de femmes, d'indigènes, d'ascendance africaine et de travailleurs se sont renforcés et ont exigé davantage d'inclusion et de justice sociale. De plus, l'art, la musique et la littérature ont prospéré au cours de cette période, reflétant l'esprit de liberté et de renouveau. Un Brésil en constante transformation. Depuis la promulgation de la Constitution de 1988, le Brésil a connu des moments de grande transformation, confronté à la fois à des réalisations et à des défis. La démocratie permettait l'alternance au pouvoir, avec des présidents d'idéologies différentes à la tête du pays. Malgré les difficultés, l'attachement aux valeurs démocratiques reste un pilier fondamental pour la nation. La redémocratisation était plus qu'un changement politique. Cela représentait une renaissance pour le Brésil. C'est le moment où le pays a retrouvé le droit de décider de son avenir, en construisant une société plus libre, plus inclusive et participative. Le chemin n'a pas été facile, mais chaque étape a renforcé l'identité du Brésil en tant que nation résiliente, avec un profond désir de justice et de progrès. Quels défis et triomphes ont marqué les décennies suivantes? Continuons ensemble à explorer cette histoire fascinante. Le voyage continue. 15. Brésil contemporain. Défis et transformations au XXIe siècle. Au fil des décennies qui ont suivi la redémocratisation et la promulgation de la Constitution de 1988, le Brésil a poursuivi son chemin vers la consolidation d'une nation moderne et démocratique. Cependant, cette étape a été marquée par de grands progrès et défis qui ont défini le caractère du pays au XXIe siècle. Du renforcement des institutions démocratiques à la lutte contre les inégalités, la corruption et les crises économiques, le Brésil contemporain continue d'être le reflet de la résilience et de la transformation, le boom économique et le boom des matières premières. Au début du XXIe siècle, le Brésil a connu une période de croissance économique notable grâce au boom des matières premières. Des produits tels que le fer, le soja, le pétrole et d'autres ressources naturelles ont connu une forte demande sur le marché international, notamment de la part de pays comme la Chine. Ce boom économique a permis l'expansion des programmes sociaux et une réduction significative de l'extrême pauvreté. Des programmes comme Bolsa Familia, mis en œuvre sous le gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva, 2003-2010, ont aidé des millions de familles à échapper à la pauvreté, faisant du Brésil un exemple mondial de la façon dont les politiques sociales peuvent transformer des vies. Au cours de cette période, la classe moyenne brésilienne s'est considérablement développée et le pays a commencé à occuper une place plus importante sur la scène internationale, accueillant des événements tels que la Coupe du Monde de football de 2014 et les Jeux olympiques de Rio de Janeiro de 2016. Les défis de la corruption. Malgré ces progrès, le pays a également été confronté à d'importants scandales de corruption qui ont ébranlé la confiance dans les institutions publiques. L'opération Lava Jato, une vaste enquête lancée en 2014, a révélé un vaste réseau de corruption impliquant des hommes politiques, des hommes d'affaires et des entreprises publiques. Ce scandale a non seulement ébranlé le pays, mais a également eu des répercussions dans toute l'Amérique latine. La corruption est devenue un problème central dans la politique brésilienne, entraînant des manifestations massives dans les rues et un mécontentement croissant à l'égard de la classe politique. Le processus de destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016 a marqué un moment de grande polarisation dans le pays, mettant en évidence les divisions politiques et sociales qui persistent, la lutte pour l'égalité et les droits sociaux. Le Brésil contemporain a également été le théâtre d'importants mouvements sociaux.
Les droits des femmes, de la communauté LGBTQ+, des peuples autochtones et des personnes d'ascendance africaine ont gagné en visibilité avec des revendications de justice, d'égalité et de représentation. Malgré les avancées juridiques et sociales, ces luttes restent fondamentales dans un pays toujours confronté à de profondes inégalités structurelles. L'Amazonie, l'un des plus grands patrimoines naturels du Brésil et du monde, est également au centre des débats mondiaux. La déforestation, les incendies de forêt et les conflits autour de l'exploitation des ressources ont remis en question l'équilibre entre développement économique et préservation de l'environnement. Le Brésil occupe une position unique en tant que gardien de la plus grande forêt tropicale du monde, confronté à la responsabilité de la protéger tout en stimulant son économie. L'ère numérique et les changements sociaux. Avec l'arrivée de l'ère numérique, le Brésil est devenu l'un des pays les plus actifs sur les réseaux sociaux, où des millions de personnes expriment leurs opinions, partagent des informations et participent à des débats politiques et culturels. Cette connectivité a donné du pouvoir à la société, mais a également posé des défis, tels que la propagation de fausses nouvelles et la polarisation politique. Le Brésil du futur. Au XXIe siècle, le Brésil est confronté à un équilibre délicat entre ses immenses ressources naturelles, sa richesse culturelle et les défis économiques, sociaux et politiques. Le pays a démontré sa capacité à se réinventer et à aller de l'avant, même face à l'adversité. Avec une population diversifiée et une énergie inépuisable, le Brésil continue d'être un géant en mouvement, cherchant à surmonter les inégalités et à se consolider en tant que nation juste, démocratique et prospère. Conclusion. Une histoire en devenir. L'histoire du Brésil ne s'arrête pas là. C'est un récit vivant, en constante évolution, écrit par chaque citoyen qui se bat, rêve et travaille pour un avenir meilleur. Ce voyage nous rappelle que chaque défi surmonté est une opportunité de grandir et que chaque chapitre est une leçon qui façonne l'âme d'une nation. Que nous réserve le prochain chapitre au Brésil? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, ce sera tout aussi fascinant que ceux que nous avons explorés ensemble jusqu'à présent. L'histoire du Brésil continue. L'histoire du Brésil n'est pas seulement une histoire du passé. C'est le miroir où nous voyons nos combats, nos blessures et nos conquêtes. C'est la preuve que, malgré les inégalités, la corruption et les défis, nous sommes un peuple qui ne cesse de rêver et de se battre. Chaque chapitre de cette histoire nous rappelle que la grandeur du Brésil ne réside pas seulement dans ses ressources ou sa taille, mais aussi dans sa population, dans sa capacité à résister et à se transformer. Aujourd'hui plus que jamais, comprendre notre histoire est essentiel, parce qu'il contient les réponses, la force et l'inspiration pour construire le pays dont nous rêvons. Le changement commence avec nous. En connaissant notre passé, nous pouvons briser les cycles d'injustice et tracer un avenir d'égalité, de justice et de fierté. Le Brésil est une nation pleine d'espoir, et vous faites partie de cette histoire. Quel chapitre vas-tu écrire? L'avenir est entre vos mains. Construisons-le ensemble. Avant de terminer, nous voulons avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Nous aimerions savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Et n'oubliez pas de laisser votre j'aime avant de partir. Ce simple geste permet à davantage de personnes de découvrir ce contenu et de rejoindre cette incroyable communauté qui partage l'amour de l'histoire. Commentez, aimez et continuons ensemble à explorer des histoires plus fascinantes. Merci d'être là, votre soutien est inestimable.